Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 172 de Geeking. Tout à fait. On va parler de plein de choses, comme d'habitude. On est fatigué, on a commencé en retard. On a commencé en retard. Et normalement, il va y avoir plein d'incidents techniques si tout va bien. Donc, on va vous parler de plein de choses et surtout, on va avoir un débat de ouf avec du Netflix au programme et la façon dont on regarde la télévision, le piratage et tout ça. C'est des trucs que tu connais pas trop, non? Non, moi je pirate. Toi, tu travailles trop, de toute façon, t'as le temps de rien regarder. Ouais, moi j'ai pas de vie. Ça se voit, t'es un peu fatigué, t'es un peu palo. Hein. T'as vu? Ah, c'est moche. J'ai des cernes. Écoute, je te propose qu'on traîne pas trop à raconter notre life et on enchaîne tout de suite donc avec les news. Si j'ai pas le choix. Et dans les news, on a retenu, j'allais dire 9, mais non, 8 news. Bon, la première, c'est Netflix qui arrive en France. Hop, suivant. Moi, je te jure. Non, on en parle après. On avait aussi donc l'Apple Watch et l'iPhone 6 qui ont été annoncés la semaine dernière. Donc, on va pas trop en parler puisque on est déjà un peu périmé, tu vois. Si la montre est quand même sympa, moi, je trouve. Elle a un design un peu space quand même. Alors, individuellement, elle est bizarre, mais portée, je trouve ça passe. Ouais, avec le bracelet métal, je trouve que c'est le bracelet métal assorti. Ça fait une unité, ouais, c'est pas mal. C'est pas trop mal. Bon, les fonctions vite fait, hein, ça mesure tout, le pouls, machin et tout ça. De toute façon, ça sera disponible qu'en 2015, début 2015. Donc, ouais. Tu sais quoi? La Saint-Valentin me semble une plutôt bonne date pour sortir une montre. Je dis ça, je dis rien. Ils ont dit début 2015. Ouais, d'accord. Je te jure. Tu veux nous parler d'un truc qui sort aussi pour la Saint-Valentin ou presque? Ah, voilà, ça c'est un autre truc bien... Donc, enfin une vraie news, Deadpool est enfin annoncé. C'est le 16 février 2016. Donc ça s'est très mal passé avec votre copine, vous voulez vous changer les idées, vous pouvez prévoir d'aller voir Deadpool et normalement de bien rigoler, j'espère, parce que c'est la Fox qui s'en occupe. Et là, ça fait peur. Et donc voilà. Donc, moi, tu sais quoi, je rêverais qu'il fasse un truc en rapport avec le Deadpool qui était dans Wolverine original. Qu'il fasse un truc pour dire genre c'est de la merde ou qu'il se tue lui-même ou qu'il y ait un truc qu'il se rende compte que c'était n'importe quoi. Voilà. La piscina de la muerta. Voilà. News suivante, c'est Star Wars. C'est une news un peu mignonne. Ouais. Voilà. Mais assez importante quand même. Juste pour... en fait, donc Star Wars 7 utilisera beaucoup de constructions, comme la première trilogie. Des maquettes. Voilà, des maquettes, des marionnettes. Donc, tout ça, pas vraiment tout ça grâce à Simon Pegg, mais un petit peu. En fait, quand il a montré Star Wars à sa fille, quand elle a vu Yoda débarquer à la télé, elle s'est levée vraiment, alors qu'elle l'avait vu à chaque fois dans d'autres films en dessin animé ou quoi que ce soit. Et là, elle a fait « Mais il est vivant, il existe !» Il existe. Et du coup, il en a parlé à J.J. Abrams et tout. C'est son pote. C'est pas lui qui a tout fait changer. Mais par contre, quand il a été visiter le lieu de tournage, il y a des mecs les marionnettistes l'ont repéré, ont fait « Ah, c'est grâce à toi, grâce à ta fille que Star Wars va être trop cool. » Elle aura peut-être son nom au générique, du coup. Peut-être que Simon Pegg va faire un caméo aussi. Tu vas nous parler un peu des Gardiens de la Galaxie viteuf, donc. Ouais, parce que j'aime pas trop ces trucs-là. Donc, au mois de janvier, Panini va sortir un mensuel Gardiens de la Galaxie. Donc, le mensuel Iron Man va perdre 2 séries. Parce qu'actuellement, il y avait Nova et Gardiens de la Galaxie. Ceux-là vont être transférés dans un autre mensuel, avec en plus les 2 superbes séries qu'on a là. Donc Rocket Raccoon par Scotty Young et Star-Lord, Legendary Star-Lord. Donc voilà, c'est deux très bonnes séries qui ont commencé il n'y a pas très longtemps. Legendary Star-Lord, déjà, rien que le titre, je me la pète un tout petit peu. Non. C'est 2 très très bonnes séries qui ont commencé il n'y a pas si longtemps. Donc si vous voulez faire un peu d'économie, que vous avez du mal avec de la VO, attendez le mois de janvier, parce que ça vaut vraiment le coup, parce que le mensuel tourne autour de 5 €, alors que ces trucs-là, c'est déjà presque 5 €. Ouais. Enfin, c'est 4 €. Donc voilà, attendez le mois de janvier, si jamais vous êtes vraiment intéressé pour suivre les nouvelles séries qui sont sorties, et celle de Rocket Raccoon vaut vraiment le coup. Et si vous n'êtes pas trop Marvel et vous êtes plutôt DC? Ah oui, putain la vache, j'en ai des trucs. Alors, il y a une nouvelle série, donc une micro-série ou 3 films d'animation qui vont sortir sur la plateforme Machimina. C'est Bruce Timm qui va travailler dessus. Donc Bruce Timm, c'est un peu une de mes idoles qui a fait la série Batman, la série animée, donc qui était très 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 sympa. Ils vont faire 3 films, donc Justice League qui va s'appeler Gods and Monster Chronicles, dans lequel on devrait avoir des héros un peu plus sombres.
D'accord. Donc je sais pas si c'est vraiment une bonne chose qu'il y ait des héros un peu plus sombres, mais bon, je suis quand même impatient de voir le résultat. Et donc voilà. Diffusé en ligne. Ouais, diffusé en ligne, et ça a été annoncé là. Ok, une petite news qui nous vient de chez Corben. Alors je sais pourquoi tu as choisi cette news. C'est comment recycler une vieille cassette en baladeur MP3. Exactement, pour faire référence aux Gardiens de la Galaxie, puisqu'en fait ils l'ont décoré comme ça. Mais l'idée c'est qu'en gros vous achetez un baladeur MP3 pas trop cher, vous le désossez, vous le mettez dans une cassette, et puis voilà quoi. Ouais, vous avez juste à le coller, c'est tout con, hein, c'est la minute do it yourself. C'est ça, c'est un peu de bricolage. Voilà. Donc si vous vous ennuyez un week-end, faites-le. Ouais, c'est ça. Et pour terminer, je vais vous parler d'un truc, c'est le fan-film Firefly qui s'appelle The Verse. Donc il y avait eu un trailer il n'y a pas très longtemps, il y a une ou 2 semaines je crois, et là ça y est, le fan-film donc, qui dure à peu près 15 minutes est sorti, et très franchement, bon, les effets spéciaux dans l'espace on les voit pas trop, hein, parce que c'est assez moyen finalement, par contre tout le reste est absolument génial, donc c'est un nouvel équipage et tout ça, ça ressemble un peu à Firefly, sauf qu'ils n'ont pas le même rôle, il y a beaucoup plus de personnages féminins, ça va plaire à Audrey ça. Il y a quasiment autant de femmes que d'hommes dans le truc. Et très franchement, c'est plutôt bien fait pour un fan film. Et je vous recommande la chaîne des mecs qui ont fait ça, c'est Loot, je sais plus quoi, enfin bref, c'était écrit au début de la vidéo. Ils font pas mal de trucs, des reviews de jeux, tout ça, ils ont une espèce de petits podcasts qui sont très drôles. Et donc ils ont fait ce fan film qui franchement m'a même donné envie de re-regarder Firefly tellement c'est bien fait. Ah ouais, à ce point. Ouais, très franchement, ouais. Donc allez voir, ça s'appelle The Verse et c'est sur YouTube, évidemment, gratuitement. Écoute, je te propose qu'on ne traîne pas plus que ça et qu'on enchaîne donc avec la rubrique high-tech. Allez, go Ninja go. Et dans la rubrique high-tech, Cédric va nous parler de Xi. Xi. C'est comme ça que ça se prononce. C'est ça. Et en plus, c'est français. Cocorico. Cocorico. Ouais, ça nous vient du Nord. L'île, tout ça, tu vois. Donc pour faire un peu patois, ils l'ont appelé Xi. C'est ça, c'était en rapport à... Non. Donc, Xi, qu'est-ce que c'est? C'est un petit boîtier que vous branchez dans votre voiture. Tu viens d'avoir une voiture, donc ça va t'intéresser, tu vois. Je suis sûr que je vais réussir à te le vendre, ou pas. Ouais, comme le Bluetooth la dernière fois. Ouais, je vais essayer, écoute. Qui tente rien n'a rien. Vas-y, je t'écoute. Donc, Xi, c'est un boîtier que vous branchez sur le port diagnostic de votre voiture, le fameux port ODB2. C'est un standard maintenant qui est là depuis quelques années, et ça vous permet d'avoir tout un tas d'informations sur votre voiture directement sur votre téléphone ou votre tablette, mais bon, surtout fait pour le téléphone. Alors le boîtier embarque une puce Bluetooth et tout un tas de trucs, et il contient aussi une carte SIM qui permet de se connecter à Internet de façon indépendante. Il est alimenté par cette prise-là. Donc voilà, moi je l'ai dans ma boîte à gants, tu vois, par exemple. J'ai glissé le truc dedans, et voilà. Alors, il y a plein de choses dedans. Il y a un accéléromètre, il y a un GPS forcément, et tout ça, pour localiser la voiture. Donc le principe, c'est que de base, ils ont livré des applications, mais ils ont aussi un SDK qui va permettre aux développeurs de s'amuser un peu avec. C'est sorti là, Alors, ou pas encore? Ça sort dans quelques jours là. D'accord. Enfin, c'est sorti déjà depuis un moment, et on peut l'acheter que chez Nord Auto et dans 4 Nord Auto en France, du côté de Lille, parce qu'ils l'ont testé localement. Et maintenant, en fait, ça y est, ils vont se mettre à la distribution dans la France et peut-être même le monde entier, j'en sais rien. Ça, je m'avance peut-être un peu. Le boîtier vaut 149 €. Voilà. D'accord. Bon, c'est pas hors de prix pour un boîtier comme ça. Alors, le truc, c'est qu'il y a plusieurs applis de base qui sont livrées avec déjà pas mal d'idées d'usage. Donc, vous avez par exemple l'appli MyXi qui permet de connecter sa voiture, d'envoyer toutes les informations qui vont bien sur le serveur, et voilà. On a une ampoule qui va claquer dans pas longtemps. Ensuite, vous avez Xicar qui permet de garder un contrôle complet sur la voiture. Donc, tu vois si les feux sont allumés, si les portes sont ouvertes ou fermées, où est localisée la voiture. Tu as même un petit bouton où quand tu cliques dessus, ça te ramène directement vers la voiture. Tu as le niveau d'essence, enfin voilà, tout ce genre par contre, tu le vois, mais tu le gères pas, d'accord. C'est juste... ça peut t'envoyer des alertes. Donc, tu peux dire, par exemple, quand j'arrive sous un certain seuil d'essence, qui n'est pas forcément la réserve, le téléphone va me prévenir. Mais si par exemple tu montes chez toi, tu dis merde, je sais pas si j'ai fermé ou pas ma voiture. Mieux que ça. Si tu pars en oubliant de fermer, t'as une notification parce que le Bluetooth détecte que ton téléphone s'est éloigné. Mais imagine que je la vois pas la notif, est-ce que ça contrôle ou pas? Dès que ton téléphone se déconnecte de la voiture, il t'envoie une notification parce que ta porte n'est pas fermée. Dès qu'il perd le contact, en gros. Mais c'est ce que je te dis, c'est imagine je l'ai pas vu l'alerte.
Je suis rentrée chez moi, je vois l'alerte et je me dis, je veux la fermer. Ah non. Je redescends. T'es obligé de redescendre. Ça te dira juste qu'elle n'est pas fermée. C'est ça, c'est que de l'information. Mais là aujourd'hui, ça ne fait pas de comment ça s'appelle, d'action directe sur la voiture. Je pense que c'est aussi pour des raisons de sécurité. Oui. Mais réellement, tu pourrais avoir tout un tas d'infos et agir sur la voiture. Genre ouvrir les fenêtres et tout ça, tu vois. Je pense que techniquement, ils peuvent le faire, mais là, ils veulent pas le faire pour des raisons aussi de sécurité. Peut-être que ça viendra plus tard, j'en sais rien. Ensuite, il y a une appli qui s'appelle Xi Eco Drive et qui là est assez intéressante parce que ça te permet d'apprendre à conduire de façon économique. Donc on l'a testé avec Timo tout à l'heure. Tiens, j'ai enregistré le trajet, je sais pas si Seb, tu vas pouvoir le montrer. Donc j'ai fait tout mon trajet et tout ça. Il y a des barres qui apparaissent qui disent vous avez freiné trop fort, machin. Et à la fin, tu as un résumé de ton trajet et tu as une note sur 10. Donc là, on a eu 8,9 sur 10, ce qui est pas trop mal, mais c'était un tout petit trajet pour le test. Donc je sais pas si tu peux arriver à le montrer. Cédric, tu peux changer de caméra par exemple. Voilà. Hop. Donc là, tu vois la note donc, de 8,9. Tu as ta vitesse moyenne, le rapport moyen. Donc je suis resté en première, forcément, il va y avoir de la circulation. La quantité de CO2 trajet, donc 182 grammes de CO2. Voilà, et tu vois les détails du trajet. Tu as le petit truc GPS et toutes les actions. Donc quand il y a des accélérations trop fortes, des freinages trop forts, ou au contraire quand c'était bien. Tu vois. D'accord. Donc, et sinon, donc, tu as en temps réel, attends, je vais te montrer. Voilà, tu as une jauge comme ça. Et elle se remplit en fait. Et elle va vers le vert quand tu conduis bien. Et ça t'indique aussi à quel rapport tu devrais rouler. Elle te conseille un rapport. Et alors, ma voiture me conseille déjà des rapports pour quand je conduis. Mais en fait, ils sont différents dans l'appli. Donc, du coup, quand tu utilises celle de l'appli, tu vois que vraiment la consommation baisse. C'est un peu différent, quoi. Bref, donc plutôt pas mal. Ensuite, il y a une autre appli qui moi, je trouve est vachement utile. Enfin, j'espère que je peux m'en servir tous les jours, qui s'appelle Xi Alert. Et en gros, quand vous tombez en panne, que ce soit une panne mécanique ou d'essence, voilà, vous avez la possibilité en un clic de prévenir des gens autour de vous. Donc par exemple, je tombe en panne, j'appuie sur un bouton, ça t'envoie un message avec ma position GPS et quelques infos sur la voiture. Et si j'ai un accident, pareil, l'accéléromètre détecte qu'il y a eu un choc fort et va t'envoyer automatiquement un message en te disant si j'avais la ceinture ou pas, à quelle vitesse je roulais, où est-ce que je suis, où est située la voiture géographiquement, sympa, ça. Si elle roule toujours ou pas, enfin tu vois, ce genre d'infos. Donc ça peut être sympa. Et après, tu as Xi Budget, donc là qui est assez basique, où en gros, dès que tu fais des dépenses d'essence et tout ça, tu peux les rentrer. Tu indiques combien tu payes d'assurance, si tu as un crédit sur ta voiture, il te fait un budget prévisionnel sur toute l'année. Et tu vois tes postes de dépenses sur ta voiture. Et ça, c'est des applis différentes, ils ne sont pas tout regroupés dans une. Non, alors MyXi, tu retrouves des raccourcis vers toutes ces applis-là, mais en fait, c'est des applis différentes. D'accord. Dans Xi Car, tu peux faire un truc assez sympa. Si par exemple, c'est une voiture commune à la famille, tu peux définir un rayon, et si la voiture quitte ce rayon, cette zone géographique, tu reçois une alerte. Elle a quitté la zone géographique. Ça permet de fliquer les enfants quand ils ont l'âge de conduire. Ou par exemple, tu dis, la voiture, tu mets une alerte si elle est utilisée après 20h. Par exemple, au lieu d'être utilisée entre 8h du matin et 20h, si elle est utilisée à un autre moment, tu as une alerte qui te dit, votre voiture... C'est ça. Si elle dépasse les vitesses limites autorisées aussi. Enfin, tu dis par exemple, tu peux dire, je veux pas que la voiture dépasse les 50 km/h, vu que tu fais que de la ville. Dès qu'il va dépasser 50 km/h, tu reçois une alerte. C'est un peu casse-pied, parce que j'ai essayé de mettre à 130, et sur l'autoroute, le truc devait être pas tout à fait bien réglé, et donc mon téléphone faisait que sonner, alors que j'étais à 130, mais il faisait que sonner parce que tu sais, je devais dépasser à peine un peu. Ouais, du voilà. coup, c'est un peu chiant. Donc il vaut mieux mettre 140. 135. 135. Voilà. Ouais. Dans l'ensemble, ça fonctionne de façon plutôt plug and play. Donc moi, pour ma voiture, j'ai juste un câble à brancher, ça a fonctionné. Sur certaines autres voitures, il faut aller chez un installateur, chez un Noroto par exemple, qui te fait l'installation. C'est un câble à brancher, mais il y a un petit truc à faire, donc voilà. À noter quand même que normalement, toutes les voitures récentes qui ont ce port-là sont supportées. Il s'avère que pour la mienne, alors je le dis, elle n'était pas reconnue par le système parce qu'elle ne doit pas être assez courante, je pense. Et donc du coup, j'avais des infos qui remontaient pas tout à fait, la configuration ne se faisait pas tout à fait, mais avec un mail au support, ils ont intégré la voiture et c'était fait. Ça se fait via le cloud, donc tu n'as rien de particulier à faire, voilà. Franchement, c'est assez sympa. Et donc là, par exemple, même quand tu vas quelque part et tu sais pas où tu as garé ta bagnole en ville,
Tu vois, même dans un supermarché, bah, tu peux la retrouver en fait direct. Question, tu mets un boîtier dans une voiture, mais est-ce que tu peux avoir plusieurs applis? Bah en fait, genre, tu crées un compte. Appli, Sophie a son appli, c'est possible de partager? En fait, si elle utilise le même compte que moi, elle va avoir ma voiture qui va apparaître. Donc oui, tu peux l'installer. En fait, tu peux installer l'appli sur autant d'apps que tu veux. Oui, y a pas de souci. Voilà. Tu crées un compte et tu files les identifiants à qui tu veux pour avoir accès aux données de la voiture. Donc c'est plutôt cool. Et si on te cartonne la bagnole dans la rue, t'as une alerte, quoi. Comme ça, tu dis putain. Bref, voilà, c'était Xi. Non, mais c'est une bonne idée. Enfin, tu vois, c'est mieux que l'oreillette, ça. C'est pas mal. Après 140 €, je t'avoue. Non, mais après, ce qu'il faut se dire, c'est que là, on est qu'au début. Oui. Imagine ça connecté avec, par exemple, comme il y a de la géologue et tout ça, tu as une petite appli qui est capable de récupérer ces infos et de discuter avec ta maison. Donc, dès que la voiture rentre dans une zone, par exemple, ça rallume le chauffage chez toi parce que c'est que tu rentres. PS4, ça ouvre ton portail, par exemple, ou tu vois, j'en sais rien. Sachant que c'est très précis, la géologue, et elle est temps réel quand tu conduis, puisqu'elle envoie des infos tout le temps connectées. Donc, enfin, tu vois, il peut y avoir ça comme appli, il peut y en avoir plein d'autres. Et ça fonctionne aussi avec les véhicules électriques. Donc, bon. Maintenant, il y a beaucoup de véhicules électriques qui ont leurs propres applis qui t'indiquent combien il reste de batterie et tout. Mais c'est sympa, quoi. Non, c'est une bonne idée. Voilà, donc Xi, c'est français, bien. Cocorico. Et ils avaient organisé l'année dernière un concours de développeurs pour tout ça, et a priori, ils vont en refaire un. Et j'ai interrogé tout à l'heure les gens sur Twitter de chez Xi pour savoir s'ils allaient rajouter des widgets sur iOS, mais ça va pour Android aussi. Et du coup, direct dans ta barre de notif, tu peux voir, avant même d'aller voir ta voiture, combien il reste d'essence, ce genre de trucs. Et ça, ils m'ont dit qu'ils travaillaient dessus. Donc, ça peut être assez cool d'avoir le statut de ta bagnole quand tu veux, comme tu veux, quoi. Voilà, donc Xi, 149 €, bientôt dispo. Et si ça vous intéresse, foncez l'acheter. Voilà. On passe à la suite. Exactement. Et dans la rubrique jeux, Seb va nous parler d'un truc aquatique. Oui. C'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. Donc si vous aimez l'Ormanodou... Non. L'Ormanodou ? Non, ça n'a rien à voir. Okay. Il y a peut-être de l'Ormanodou, mais je sais pas. Non. Subabis. Il y a des mutants, oui. Donc c'est ça, peut-être c'est un peu ça. Hein. Subabis. Alors Subabis, oui, alors pour les rôlistes, jusqu'à aujourd'hui, dans les jeux de rôle où on explorait les fonds sous-marins, un peu à la SeaQuest, à la Abyss, tout ça. SeaQuest, j'adorais cette série. Mais je pense que c'est irregardable aujourd'hui. Voilà, oui. Bon, alors. J'ai dit SeaQuest en premier parce que ça ressemble plus à SeaQuest qu'à Abyss, mais pas pour le qualitatif. Et donc avant, il n'existait qu'un seul jeu qui était Polaris. Qui était un très bon jeu, mais qu'il y a beaucoup de gens qui lui reprochent d'être un peu compliqué, qui est très simulationniste, qui permet de faire des choses. Moi, je sais que rien que la fiche de perso de la dernière version, on a passé une demi-journée pour chaque perso. En fait, pour jouer, il faut être sous-marinier, sinon tu ne comprends rien. C'est vrai ça. Non mais voilà. Donc c'est un très bon jeu mais qui est très compliqué. Et aujourd'hui vous avez une alternative à ça avec Subabis, qui en est à la 8e édition. Elle a les tétons un peu mal placés. Oui, c'est une tentacule. Un tentacule. Non ça. Ah pardon. C'est pas un problème sur le dessin. Et en fait donc c'est 8e édition, mais la première édition en non amateur. Version professionnelle en tirage véritable. Donc c'est édité chez Ludopathe. Chez les Ludopathes. Et voilà, après Ars Magica, on vous présente un autre jeu qu'ils ont fait. Donc là, en fait, les hommes étaient méchants, tout ça, considéraient les océans comme des poubelles, ont vraiment détruit les océans, tout ça. Et un jour, les dieux des océans en ont eu marre. Et donc, Unless, leur grand maître, a fait déferler une vague gigantesque. Mais alors là, vous attendez pas au tsunami de Fukushima. Quand je dis gigantesque, c'est 2012, quoi. C'est 2 km de haut, la vague. C'est 2012. C'est voilà, l'Himalaya. Voilà, mais c'est ça, exactement. Et donc, en fait, la vague a fait fondre les pôles. Et du coup, il y a eu une augmentation des eaux de 2000 mètres. Ah oui, en gros, tu n'as que, aujourd'hui, dans le monde du Subabis actuel... En gros, il n'y a que les grandes chaînes montagneuses qui sortent de l'eau. Genre, en Europe, vous avez que quelques petites pointes. Si tu veux montrer la carte. Quelques petites pointes des Alpes et des Pyrénées, donc ça a bien monté. Quoi. Voilà. C'est les trucs foncés, là. Ce qui est en plus foncé, c'est les seules choses qui émergent de l'eau. Pas beaucoup. Voilà. Donc, vous voyez, l'Europe, il y a juste 3 petits points. Ah, l'Australie, hein. L'Australie, il n'y a plus rien. Dommage. La Hollande, j'en parle même pas. Voilà. Non, mais en gros, ce qui sort vraiment le plus, c'est... vous avez bien sûr l'Himalaya et... le petit continent. Voilà.
Oui, le petit continent, c'est l'Himalaya, justement. D'accord. C'est ce qui reste de l'Himalaya. Et vous avez les Andes en Amérique du Sud. Et et en fait, là, ça se passe 294 ans après cet événement. D'accord. Et en fait, les hommes ont complètement... ils savent qu'il y a eu cet événement, mais en fait, ils ont complètement oublié. Pour eux, ils ont toujours vécu au fond des océans. D'accord. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux styles d'hommes qui ont survécu. Il y a les hommes qui avaient vu venir la catastrophe et qui avaient commencé à habiter dans les fonds marins avant. Et donc, qui sont en fait un peu les élus, qui rendent hommage aux dieux des océans, tout ça, mais qui recommencent à merder un peu. Et à côté de ça, il y a des humains qui ont réussi à survivre tout en étant à la surface. Et ça, en fait, ils ont été énormément exposés, ils sont devenus des mutants, en fait. Et donc les mutants, alors là, il y a de toutes sortes, et ils sont souvent pourchassés par les habitants des profondeurs, pour en faire souvent des esclaves, notamment, pour toutes sortes de choses. Les filles, c'est forcément des prostituées ? Non, pas du tout. Alors celle-là, c'est une tueuse à gages qui est vraiment... Tueuse à gages, hein, bien sûr, qui est vraiment très... Parce que bon, elles sont toutes... Non, pas toutes. Il y a vraiment... non, justement, comparé... Alors, autant les belles filles sont très exagérées, autant les moins bien sont moins bien aussi. Bah, il y a vraiment... Ils montrent les photos. Voilà, ils montrent les photos. Donc, en fait, là, du coup, il y a plusieurs factions qui se sont créées dans le monde de Subabis. Donc, la première, qui est Subabis, qui est en gros qui recouvre l'Asie du Sud-Est et l'Océanie, et qui est le premier pays à s'être fondé sous les océans, qui est démocratique, mais qui est très expansionniste et militariste. D'accord. Et d'ailleurs, qui a, dans un passé, a fait la guerre à deux autres pays, qui sont la Sumérie. Arrête de frotter ta jambe parce qu'elle aime. Ah oui. Qui est la Sumérie. Tu aimes ça quand Toby se frotte qui est un pays tranquille de pêcheurs, tout ça, qui s'est bien fait défoncer à l'époque et tout. Et l'Océanie, qui correspond à l'actuelle Australie, qui elle est une monarchie constitutionnelle qui est très portée sur les extraits de minerais et de propergol. Le propergol étant le carburant le plus important du jeu, puisqu'il sert pour tout ce qui est aquajet, c'est-à-dire tous les sous-marins, les choses comme ça. Ils font pas au nucléaire. Non, il y a des armes nucléaires, mais ils font pas au nucléaire. Putain. Et cette guerre avait pris fin à l'époque grâce au pays d'Atlantide, qui est l'équivalent de l'Europe, qui est en fait un pays très secret, et qui garde jalousement ses secrets et qui n'accepte pas trop qu'on vienne chez eux, quoi. Donc qui était resté neutre pendant longtemps, qui avait sauvé les autres après. Un peu la Suisse, quoi. Ouais, mais la Suisse quand même assez puissante, quoi, tu vois, enfin vraiment... après viennent deux autres pays, les grands méridiens du Nord et du Sud. Alors le grand méridien du Nord, en fait, c'est des gens qui sont commerçants avant tout. Mais tout type de commerce. Mais un homme avant tout. Tout type de commerce, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de principe de légalité ou pas. Eux, ils s'en foutent, ils font du commerce, ça marche, voilà, pas de soucis, les armes, les mutants... Comme Kéké, tant qu'il fait du commerce... Exactement. Ça marche. À l'opposé, le méridien du Sud, eux, c'est plutôt un peuple de clans de guerriers, qui sont un peuple assez violent, mais qui sont à la fois des bons vivants, okay. Et qui sont très fiers de leurs conditions de vie, qui sont assez rudes, et qui... Des nains, quoi. Voilà. Non, on voit en grand, quoi. Des nains grands. Des nains grands. Après, vous avez l'Atlantis, qui est en gros le pays de l'Atlantique... Atlantique Sud, qui, elle, est très basée sur la recherche génétique, la pisciculture. Ok. Voilà. L'Ambremer, alors là, c'est bout l'Amérique du Sud, les gros méchants. Il y a tous... En fait, c'est une dictature avec tous les bandits, les pirates, les machins, voilà. Ok. Et... l'Amérique du Sud, quoi. Voilà. Et après, bien sûr, on a les mutants. Les mutants qui sont très utilisés, les mutants résistants, en tant qu'esclaves pour aller dans les mines de propergol, parce que le propergol est très difficile à exploiter, très instable, et donc peut péter à tout moment. Donc ils préfèrent utiliser des petits esclaves. Et après, les autres mutants, par exemple, peuvent être utilisés comme jouets sexuels, comme esclaves, comme tout ce que tu veux. Ah, ceux qui ont des tentacules. Tout ce que tu veux. Ça, c'est pour Timothée, ça, il kiffe les tentacules. Oh oui. Après, donc, il y a un petit panthéon de dieux des océans, dont Onless est le maître, mais après, c'est des dieux du travail, mais qui ont toujours un rapport avec l'océan. C'est un peu comme les Grecs, quoi. Le système de jeu, alors pour ceux qui aiment bien Warhammer, mais V2, c'est un système basé sur le pourcentage. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. À part que là où tu lances des dessins, quoi. Voilà. Et après, par contre, l'avantage, je trouve, qu'il a par rapport à l'ancien système de Warhammer, c'est que l'ancien système de Warhammer se limitait à soit t'as acquis la compétence, parce que oui, après, donc t'as les caractéristiques principales avec des notes, et après t'as des compétences. Et pour les compétences dans Warhammer, t'étais limité à acquis
c'est-à-dire tu pouvais jeter ta vraie valeur, plus 10%, plus 1%. Là, tu as vraiment des vraies différences. Tu peux même être en négatif, tu peux avoir des gros bonus dans la compétence alors que ta charistique voilà, tu as vraiment des plus grosses nuances. Ok. Et moi je trouve, c'est ce que je reproche un peu un personnage un peu plus personnalisé. Voilà, c'est ce que je reprochais à Warhammer de ne pas aller assez loin dans la personnalisation à l'époque, et là je trouve que du coup ça corrige ça. D'accord. Il y a 21 professions de base, donc du genre... Il y a des gens qui hurlent. Oui, il y a des gens qui hurlent, c'est pas grave. Du genre plongeur, tueur à gages, homme riche, prêtre, voilà, enfin il y a toute une flopée qui correspondent à plein d'archétypes assez classiques. Un petit ajout aussi, c'est les perles du destin. En fait, c'est des... Quand tu perds. C'est des... Bah tiens, pour parler de Warhammer encore, c'est un peu comme les points de destin. Oui, mais c'est ça. C'est des trucs, mais là, c'est plus là, c'est des boosts, en fait. C'est plus des boosts qui vont t'aider sur... que tu peux utiliser de différentes façons. Okay. Et selon leur couleur, on part de rouge, on va après bleu, vert, noir. En fait, elles sont de plus en plus puissantes. Ouais, okay. Voilà, que tu peux récupérer après, qui te servent dans des moments critiques. Et après aussi... tu as beaucoup d'équipements, dont notamment les combinaisons. Tu as beaucoup de combinaisons différentes. Donc pour aller sous l'eau, qui vont des combinaisons très agiles aux combinaisons militaires très lourdes. Et après les aquajets, qui sont donc des sous-marins améliorés. Mais du coup, comme me l'avait fait remarquer une amie rôliste, c'est un peu du space opéra sous l'eau. C'est ça. Voilà. Mais du coup, c'est vachement sympa, parce que pour du space opéra, ça peut... Les trucs, quand tu regardes, les visuels, si on te dit pas que c'est sous l'eau, tu crois que c'est dans l'espace. Ça pourrait très bien être dans l'espace, oui. C'est tout, hein. Voilà. Parce que, à part que t'as pas de race extraterrestre en dehors, entre guillemets, des mutants, quoi. Ouais. Et il y a des bulles. Et il y a des bulles. C'est tout, quoi. Sinon... Alors, donc... Qu'est-ce que j'en ai pensé de tout ça, C'est bien ou c'est pas bien? Alors, le jeu en lui-même est très bien parce qu'il est simple et efficace. Le système dés de sang est un système qui marche très bien et qui a été même peaufiné, je trouve. Donc, du coup, ça marche très bien. Et ça permet, par exemple, les gens qui voulaient jouer avant à quelque chose subaquatique et commencer par Polaris, ça piquait un peu. Là, c'est vachement mieux pour commencer. Le système de jeu a l'air beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple. Donc voilà, c'est une alternative à Polaris. Au niveau des illustrations, alors par rapport à Ars Magica qui avait des illustrations beaucoup plus réalistes sur certains points, là c'est beaucoup plus un parti pris, un style graphique. C'est pas mal. Enfin moi j'aime beaucoup. Ça me fait penser à Metal Adventure en fait. C'est très travaillé, il y a vraiment un style très léché. Donc alors, après on peut ne pas aimer, moi je sais que j'aime beaucoup et ça donne vraiment un caractère et je trouve que ça va bien avec le côté sombre des abysses justement. Il y a toujours un aspect bleuté dans les couleurs. Forcément, si tu montes ça, le scénario. Après, en fin du livre, il y a 6 scénarios qui permettent de bien lancer l'aventure et tout, de bien se faire une idée. C'est pas mal. Ouais, ça c'est pas mal. Et justement, là j'arrive moi à mon point négatif. Le prix. Non, c'est pas ça. Moi, c'est que je trouve qu'il y a un manque de background. Moi qui suis vraiment un gros fan de background. Pourtant il y a de quoi faire. Hein. Ah non, tu vois ce que j'ai dit par exemple sur les factions, j'ai résumé, mais pas tant que ça au final. Il n'y a pas grand chose. Alors après, les auteurs l'ont fait volontairement. Ils vont faire un supplément par nation. Alors je sais pas s'ils attaquent des suppléments ou pas. Le seul truc, c'est qu'ils ont volontairement laissé un monde ouvert pour les joueurs. Ils voulaient pas faire plein de persos inventés pour que les gens apprennent par cœur et en chient à tout apprendre. Ils ont préféré laisser un monde ouvert. Mais je trouve que c'est quand même un peu léger. Enfin moi qui me régale toujours du background pour savoir si le jeu de rôle me plaît, là je suis vite arrivé dans les règles et dans la création de personnages et c'est vrai que ça m'a un peu... voilà. Mais après c'est plus une histoire de goût. Vous pouvez toujours crier, personne ne vous entendra. Voilà, ça me rappelle un truc. Et donc, voilà. Enfin, on t'entend quand même. Et donc, oui, contrairement à l'espace où on t'entend pas, tu vois, c'est un peu différent. Le sens propage. Et donc, Ludopathe, 45 €. Ouais. Voilà. Tout en couleur. Tout en couleur. Et plastifié, glacé, papier glacé, papier plastifié. Le truc, tu peux pas tourner les pages. Ok. Un très bon livre. Mais tu recommandes. De toute façon, dans son genre, il y en a que 2. Il y a Polaris et Subabyss. Les 2 sont bien, mais après, c'est surtout au niveau des règles. Ouais, si vous voulez pas passer des week-ends à apprendre des règles, Subabyss. Si vous voulez un univers beaucoup plus fouillé et avec des règles plus compliquées, vous prenez Polaris. Si vous voulez un univers beaucoup plus ouvert avec des règles simples, ça me fait penser à Metal Adventure sous l'eau, en gros. Tu joues pas des pirates, mais. Ah si, il y a des pirates aussi. Oui, mais. Je sais bien, mais. Dans Metal Adventure, tu jouais que des pirates. Si, parce qu'il y a aussi dans les classes de personnages, il y a mais il y a aussi les aventuriers qui vont se redécouvrir et ça fait un peu pirate, on redécouvre des îles, machin. Ok. Voilà. 45 € chez les Ludopathes.
Et on enchaîne avec la suite. Et dans la rubrique jeux vidéo, Audrey va nous présenter un petit jeu qui s'appelle Antwind, c'est ça? C'est ça. Je l'ai bien dit? Bah, je pense, je suis pas sûre, mais on va dire que je pense. Oui, un petit jeu auquel toi aussi t'as joué. On avait parlé avec Keke Lover il y a pas longtemps, à l'E3 2014, quand on avait fait notre premier test de régie en live. C'était un jeu qui m'avait un peu interpellée, qui était différent, un peu une sorte de shooter, mais finalement où tu devais pas être contre. Non, c'était pas contre des gens. Ton but c'était de réunir deux âmes perdues ensemble. Donc les deux âmes, oui, c'est un jeu très poétique et très mignon, tout ça. Les deux âmes sont représentées donc par l'oiseau qui est orange. Un oiseau orange et un oiseau bleu. Et un poisson, c'est un poisson. C'est un poisson l'autre. Ah, ok. Donc je crois que l'oiseau, ouais, enfin voilà, t'as une partie orange, une partie bleue, t'en as un c'est un poisson, l'autre c'est un oiseau. Ah oui, poisson orange et oiseau bleu. Et les deux, quand ils se réunissent ensemble, ça fait un dragon qui est vert. Le jeu finalement est assez simple. On va contrôler à chaque fois la partie droite et la partie gauche. Donc la partie droite c'est l'oiseau bleu, que tu contrôles avec ton joystick droit du coup, et la partie gauche de l'écran est attribuée donc au poisson que tu contrôles avec le joystick gauche. Jusque là c'est pas trop compliqué. Ouais. Les premiers niveaux du jeu sont finalement assez simples parce que les deux sont synchronisés. Donc quand je vais mettre les poissons au milieu de l'écran, enfin je vais mettre les deux au même niveau et je vais devoir les monter en même temps. Et au fur et à mesure, la partie gauche et la partie droite vont plus être synchro. Ça commence à se désynchroniser un peu. Ouais, et elles vont plus bouger dans des rythmes un peu différents. Donc c'est vrai qu'on va avoir tendance à... ça va être un peu plus compliqué finalement. Il va falloir gérer vraiment les deux en même temps. Enfin ça va vraiment vous apprendre à gérer vos réflexes, à vous synchroniser les doigts. Ouais, ou à désynchroniser. Et à les désynchroniser quand il faut. Toi, t'y as joué, t'en as pensé quoi? Alors, c'est mignon, mais c'est pas du tout mon style de jeu. Ouais. Déjà, c'est compliqué. Je dois être très mauvais à réussir à synchroniser mes deux trucs, ou j'ai un petit peu de mal. Mais après, c'est vrai que ça a une ambiance très... Ça fait très poétique, ça fait très indé. De toute façon, c'est un jeu d'ambiance, c'est clairement pas un jeu de difficulté. En fait, le but, c'est d'abord qu'on a les deux séparés, les deux âmes séparées, il faut qu'on remplisse la jauge orange et la jauge bleue. Et une fois qu'on a réussi à les linker ensemble, donc en activant les gâchettes, il faut qu'on réussisse à encore continuer à gagner, donc soit en ayant des bonus, ce qui sont les sphères, soit en traversant les parois. Et une fois qu'ils sont complètement linkés, là on a le dragon qui apparaît dans la scène finale. Et le dragon qui se balade dans un décor que moi je trouve pas forcément moi, si extraordinaire. C'est la partie qui me plaît le moins. Je comprends pas trop. Tu voles et tu dois récupérer des boules et puis au bout d'un moment... Et après tu traces une lumière voilà. Et après tu pars au niveau supérieur. Ouais. Alors bizarrement, moi sur plein de tests, j'ai vu que des gens disaient c'est génial, en plus les niveaux finaux sont à chaque fois plutôt sympas, t'as envie de te balader dedans. Non. Franchement mais non. Et en plus la maniabilité là avec le dragon je la trouve horrible. Alors les développeurs te mettent un message quand tu fais les tutos et tout, où ils te disent faites les deux joysticks en même temps quand t'as le dragon. Oui, t'as joué sans. Faites les tutos. Mais honnêtement, même avec les deux joysticks que tu tournes en même temps à droite ou à gauche, tu vas pas les mettre dans le sens inverse, évidemment. Je vais pas trouver ça si que ça en maniabilité. Donc cette phase-là est pas géniale. Tu ne peux pas perdre. Oui. Au pire, ta jauge va descendre, mais tu ne peux pas perdre. Alors moi, j'ai pas compris. Mais vu que j'étais mauvais, ma première partie a dû durer au moins un quart d'heure. Je sais pas quand est-ce que ça se finit, je sais pas ce qui se passe. Et après, quand j'ai réussi à utiliser mes mains, ça m'a amené vers le niveau final, en effet. Et tu te dis pourquoi. Oui. C'est ça qui est plutôt bizarre, je trouve, c'est parce qu'ils nous sortent un jeu qui est plutôt poétique, un peu un jeu d'ambiance différent, qu'on pourrait raccrocher à des jeux comme Journée, ou vraiment des jeux d'ambiance et des jeux de type indé mignon, parce qu'ils commencent un peu à avoir une classe indé mignon, mais il n'y a pas d'histoire. Non, il n'y a aucun moment et ça se dit c'est bon, t'as réussi à réunir les deux âmes et puis tu deviens un dragon. Là, même des scènes, des cinématiques, au lieu d'avoir cette scène finale où c'est toi qui gères ton dragon, j'aurais préféré avoir je sais pas, une petite animation sympa que ça. Ou un petit feedback qui te dit voilà ce que t'as fait. Donc vous l'avez compris, je suis plutôt déçue. Moi je suis un peu comme toi à la base, ce type de jeu c'est pas ma came. Je me suis dit je teste quand même parce que quand on en a parlé avec Kevin, honnêtement j'étais vraiment
je me suis dit, il faut que je le teste ce jeu, il faut que je le télécharge, ma PS Vita va revivre. Tu parles. Ça me donne pas envie de la sortir pour autant. L'ambiance, c'est génial. Les graphismes sont vraiment... Moi, j'aime beaucoup... Oui, c'est très sympa, mais ça fonctionne vraiment bien. Il n'y a aucun souci là-dedans. Toi, tu n'as pas joué avec la musique, mais la musique, pareil, aide beaucoup à créer une ambiance de jeu très plaisante. Mais pour moi, ça suffit pas à me plonger et à me dire je veux le finir ou tiens, je vais y rejouer. Il manque ce côté-là. Il manque ce côté j'ai envie de finir ce jeu, j'ai envie de passer au niveau suivant parce qu'il va se passer quelque chose d'encore meilleur. Limite, t'as vu la cinématique, c'est bon. Ouais. T'as vu, tu t'es dit tiens, c'est vrai que ça peut être sympa. J'ai fait une fois le dragon, voilà, c'est fini. Au niveau du prix, il est à 8€, il me semblait que c'était 9. 8€. Ce qui est bien par contre, c'est que c'est du cross-buy, donc Sony en fait de plus en plus, voire presque tout le temps, mais c'est quand même plutôt sympa et ça vaut le coup de le surligner. Donc tu achètes une fois sur PS Vita ou sur PS4 ou sur PS3 et tu l'as sur toutes les autres plateformes. Sur toutes les plateformes. Donc ça c'est plutôt intéressant. Sympa. Ouais. C'est un peu le gros, enfin c'est un peu le plus avec l'ambiance, mais en moins il est court aussi, en 1h30 tu l'as fini, c'est répétitif parce qu'à chaque fois tu passes par la même phase. Tu remplis ta jauge des 2 âmes, tu remplis la jauge des âmes ensemble, et après t'as la scène finale où tu évolues, et ça tu recommences à 9 fois. Ouais. Bon. Sans réel intérêt. Sans réel intérêt. Si vous avez l'occasion, jouez-y. De là à l'acheter, pas forcément, ou attendez des soldes, ou si vous êtes PS Plus, vous l'aurez sûrement à un moment ou à un autre. Ça peut être sympa de l'avoir. Après, le gameplay est quand même intéressant. Hein. Oui. Non, c'est sympa. C'est un truc que moi, j'ai jamais fait avant. Et bon, c'est assez compliqué, mais la progression se fait bien. Tu comprends la manière... Enfin, t'apprends à manier de plus en plus rapidement. Et je comprends pourquoi ils ont pas sorti de démo, tu vois. Parce que je me dis, tu jouais une démo, t'as joué pratiquement au jeu. Ouais. Donc voilà. Donc faites-vous votre avis, et puis on passe à la suite. Et dans le débat, on a choisi de parler de... Alors, je l'ai sobrement intitulé « L'évolution de la consommation des films et séries télé de Netflix au téléchargement illégal ». Alors, moi, je dirais déjà, tu aurais dû mettre du téléchargement illégal à ou Netflix. l'inverse. L'épisode, d'ailleurs, s'appelle comme ça. S'appelle « De Netflix au téléchargement illégal, 3 petits points, ou l'inverse ». On ne sait pas. Eh oui, parce que déjà ça montre dans quel sens tu vas là. Non, dans le titre il y a écrit l'inverse. Bon, bref. On en parle pourquoi ? Parce que Netflix vient de débarquer et tout le monde tremblait, y compris Canal+. Avec Canal Play, tout ça, et ils ont saisi le gouvernement, ils ont essayé de tout faire pour leur casser les pieds. Ils ont un peu réussi, mais pas tout. Pas surtout. Disons qu'ils respectent la loi, quoi. C'est bien. Ouais, une partie de la loi. Une partie, exactement. Donc, la première partie du débat va porter sur la consommation, c'est-à-dire est-ce qu'on consomme comme avant ou pas les séries et les films. Ensuite, on va parler donc du catalogue. En gros, est-ce que c'est un vrai argument contre le piratage, par exemple, tout ça. Et ensuite, on va parler plus spécifiquement de Netflix face à ses concurrents, en fait. Voilà, avec quelques données sur tout ça. Donc, on démarre tout de suite avec la consommation. Est-ce que pour vous, et je sais que les camarades d'autres podcasts n'aiment pas l'idée du binge-watching, salut Alex, de Season 1, si tu m'écoutes, est-ce que pour vous, l'attente, par exemple pour les séries, pas spécialement pour les films, mais l'attente du rendez-vous hebdomadaire et tout ça, c'est quelque chose d'important pour vous, ou alors c'est complètement has-been et vous avez juste rien à faire? Son truc. C'est déjà orienté. Non, je sais pas. C'est très orienté cette question. Moi, je pratique en fait les 2 modes de consommation en direct. J'adore enchaîner les séries comme un gros porc jusqu'à tard dans la nuit. Et alors, la question c'est, si par exemple toutes les séries étaient disponibles comme ça t'irait ou non, tu veux quand même un rendez-vous? Ouais, parce que les rendez-vous c'est assez important en fait. Ça crée, surtout pour certaines séries, par exemple les séries à forte mythologie, c'est important d'avoir son rendez-vous par semaine parce que t'as la petite attente qui se crée. Ouais. Par exemple, j'ai Game of Thrones. Game of Thrones, surtout je pense à la série True Detective. Ça m'a fortement parti avec True Detective, où je savais que le lundi, il me fallait mon épisode de True Detective en rentrant du boulot, je le regardais. Et ce qui était génial après, c'était vraiment pour la semaine qui s'écoule, c'était toutes les théories de tous les fans qui vont discuter autour de la série et tout ça. Après, qu'est-ce qui t'empêche finalement, quand t'as une série comme House of Cards, où t'as tous les épisodes qui débarquent d'un coup,
qu'est-ce qui t'empêche de... Alors je parle pour la version US, parce que bon, on verra après. Qu'est-ce qui t'empêche, toi, de te créer ton rendez-vous, de dire tous les jeudis, je regarde mon épisode? Faut avoir une certaine discipline quand même, que je n'ai pas personnellement. Voilà, ça c'est ça. En même temps, c'est fait en sorte que tu ne l'aies pas, la discipline. On te met tout d'un coup, les épisodes sur Netflix s'enchaînent automatiquement en fait. Tu peux désactiver ça. Oui, pour moi je le désactive pas. Donc du coup, il s'est regardé toutes les saisons de Dexter d'un coup. Je crois, la saison 2 de House of Cards à peu près. D'accord. C'est balèze. Ah ouais, quand même. Ouais. Donc, je le regrette un peu d'ailleurs. Donc toi, ok, les rendez-vous. Et toi, Sophie, les rendez-vous? Non, alors moi c'est... C'est le chaos dans ta vie, toi. C'est le chaos, c'est terrible. Alors moi, le binge-watching, j'aime pas forcément. J'aime bien regarder 2 épisodes à la suite, mais pas plus. Par contre, la notion de rendez-vous sur un jour, une heure précise, c'est juste impossible. C'est vrai que t'es un peu chiante pour un truc, c'est par exemple, moi j'ai envie de regarder tous les soirs Fargo un épisode, et toi tu veux pas. Moi, elle veut changer. Oui. Mais genre, attends, on finit ça là, on passe à une autre, quoi. Moi je veux changer, ouais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, donc j'aime pas trop tout le temps. J'aime bien changer, mais j'aime pas regarder tout le temps la même série, le même jour, à la même heure. J'aime bien varier quand même si ça revient toujours un peu... D'accord. Moi, je m'étais fait, je me souviens... Non, toi, tu fais trop... Toi, t'es trop... Toi, t'aimes te plonger dans l'univers, en fait. Exactement. Par exemple, Battlestar Galactica, j'avais regardé les 2 premières saisons en... Même pas une semaine. Ouais. C'est grâce à la mythologie, vu que c'est tellement prenant et derrière. Tout le temps, je voulais savoir ce qui se passait, passait, tout ça, machin, je les ai regardés comme ça. Ouais. Bon, après, moi, ce que je pense surtout, c'est qu'au-delà, tu vois, du binge-watching ou de la conso à l'ancienne, ce qui est intéressant, c'est finalement de pouvoir regarder quand tu veux et quand t'as envie et quand t'as le temps. Et sans la pub. Et sans la pub. C'est un détail. Non, mais quand même. Et en plus, tu vois, souvent, c'est rigolo parce que les chaînes télé, leur argument, c'est de dire « Mais non, il vaut mieux un rendez-vous, c'est beaucoup mieux, machin, nana. » Quand on regarde dans la pratique, ils diffusent 4 ou 5 épisodes dans la soirée. Je parle de la télé française, évidemment. Donc, du coup, là, et en plus, Sébastien, il fait ça. Pas dans l'ordre. Des fois, c'est du binge-watching. C'est du n'importe dégueulasse watching. N'importe watching. C'est du dégueulasse watching. C'est du dégueulasse watching. Surtout que tu sais même plus où t'en es, quoi. Enfin, je veux dire, si tu veux suivre quelque chose... Et alors, au niveau de la consommation, c'est télé seulement? Ou alors, vous vous autorisez à regarder sur tablette ou téléphone? Ou PC? Moi, c'est télé. J'ai soit mon PC branché à la télé, ou soit avec Netflix, je passe par l'appli. C'est sur mon poste de télé. In fine, t'es face à ta télé. C'est dans mon canapé face à ma télé. D'accord. Donc toi, le fait que finalement on change d'appareil, t'en fous, quoi. Ouais, j'aime bien le grand écran, tu profites mieux du truc. Ok, et tu veux vraiment... Si par exemple, je sais pas, moi, t'es en déplacement, machin, t'as l'épisode de ta série, ton rendez-vous du lundi, mais t'es pas chez toi, je sais pas, t'es en vacances à l'autre bout de la terre, t'as rien à faire le lundi soir. Et il le branche sur la télé, là où sur la télé de l'hôtel. Regarde, j'ai mon petit câble avec moi et je sans son câble HDMI. Ouais, c'est un peu ce que je fais moi. Oui, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Ouais. Non, moi je préfère sur la tablette, ça va quand même. Par contre, je déteste regarder sur le PC. Je peux pas. Alors ouais, moi, c'est assez bizarre. Je n'y arrive pas. Alors moi j'ai regardé Sharknado 2 sur... Ouais, non mais d'accord, tu peux regarder ça, oui. Mais parce qu'en fait je voulais en même temps donner mes impressions en live de cette saloperie. Non, c'est un nanar, mais bon, bref. Non mais c'est pas possible parce que tu t'es trop tenté de cliquer, d'avoir 50 fenêtres. Ah oui, bien sûr. C'est un problème. Non, je peux pas. La tablette ça va encore, quoique j'arrive... Moi j'ai fait beaucoup de téléphone. J'ai regardé. Mais d'ailleurs, il y a quasiment la deuxième saison de Battlestar, je l'ai quasiment vu que sur téléphone. Il est comme ça. Vrai, non, à l'époque, j'avais pas ça. J'avais un iPhone, je crois que c'était un iPhone 3G ou un truc comme ça. Enfin, tu vois, l'écran était pas immense. Impossible, je peux pas regarder, c'est trop petit. Moi, physiquement, je peux oui, pas. mais regarde, quand le seul moment où parce que Sophie voulait pas regarder Battlestar, elle ne l'a pas vu d'ailleurs. Quand je voulais le regarder, c'était quand j'étais en déplacement, donc quand je prenais le train. Et à l'époque, j'avais pas de tablette. Il n'y en avait pas d'ailleurs, c'est pas compliqué. Mon PC avait très peu d'autonomie, 1 heure, 2 heures d'autonomie, et donc du coup dans le train tu voyais 1 épisode et demi, sauf que j'avais 5 heures de train à l'époque, donc ça fait un peu les boules, et donc du coup je le prenais sur mon téléphone, ça me tenait tout le voyage, facile, et ça me permettait de regarder, d'enchaîner 5 épisodes d'affilée pendant mes 5 heures de train, tu vois. Donc j'ai regardé des séries, j'ai pas honte de le dire, sur mon téléphone. Moi je l'ai fait aussi, mais... C'est vrai que j'ai toujours préféré regarder dans le train sur le portable sur le PC portable que sur le téléphone. T'arrives à apprécier la mise en scène avec un casque, j'étais vraiment dans le truc et ça m'a posé aucun problème. Ouais. Moi je sais que je pourrais pas. Mais, tu sais commencer sur l'épisode sur un support et enchaîner les trucs, ça peut être ça par contre, moi je fais vachement par contre. Je commence sur la tablette et je finis à la télé ou vice versa. Ça c'est. D'ailleurs, quand ça marche pas, ça m'énerve. Donc pour vous, il n'y a pas finalement. Enfin,
est-ce que vous trouvez que finalement la vidéo à la demande, alors, sans parler de binge-watching, mais la vidéo à la demande, c'est finalement l'avenir de la télé c'est la liberté surtout. C'est la liberté. C'est vraiment la liberté. Moi, je sais que je pourrais plus être devant la télévision à une heure précise, un jour précis à la rigueur, parce que j'ai l'habitude à voir les EC dans demain télévision. Une heure précise, c'est mais genre être à 20h50 devant ma télé, non, j'ai trop de trucs à faire. Vous êtes des vrais Américains alors. Ouais, c'est ça. En fait, aux États-Unis, non, mais en fait, vous rigolez, mais aux États-Unis, là, depuis que Netflix existe, il y a un vrai phénomène qui est que les gens résilient leurs abonnements au câble et tout ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils prennent uniquement Internet plus téléphone, mais ils enlèvent la partie télé, ils s'en foutent. Et ils s'apprennent un abonnement à HBO Go ou à Netflix ou à d'autres trucs. Et du coup, sur leur télé, au lieu de choisir un bouquet, enfin une chaîne de télé, ils choisissent un bouquet de VOD et ils ont accès à toutes les séries du coup, puisqu'ils prennent 2 ou 3 abonnements quand ils veulent, comme ils veulent, sans se poser de questions. Et c'est le cord cutting, comme ils l'appellent, aux États-Unis, où en gros ils coupent un des câbles, le câble télé finalement, l'antenne télé, ils s'en servent plus. Et leur télé est branchée à un ordinateur ou à une box type Apple TV et tout ça, et ils regardent uniquement sur ça. Et c'est pas négligeable parce que maintenant ça représente presque un Américain sur 2 qui regarde des séries à la télé et tout ça, qui coupe le câble télé pour les que sur des trucs à Eh bien, justement, on va en parler après parce que pour les audiences, il y a des séries maintenant qui font plus de vues en VOD que en diffusion directe. Et ça s'est accéléré. Il y a une étude là qui est sortie il n'y a pas longtemps, je vous mettrai le lien dans les trucs des épisodes. Je crois que c'est Dexter saison 6 et avait commencé déjà à faire... le ratio était genre 66% en live, 33% en VOD. Et la toute dernière, je ne sais plus laquelle c'est, une série connue, hein, c'est pas trop détective, mais c'est un autre truc, qui fait 30 et quelques... Doctor Who aussi, je crois que Doctor Who, ils ont non, score. Non, c'est une série américaine qui fait, je crois, entre 30 et 40% en live et tout le reste en SVOD. Ouais, c'est ouf quand même. Ou en replay, ou tu vois, enfin, c'est incroyable. Bref, donc, c'est pour poser un peu le contexte de l'évolution de la consommation. Maintenant, le catalogue. Parce qu'on nous vend ces offres, et elles sont certifiées Adopi, on nous les vend comme des offres qui vont nous permettre d'arrêter de pirater, puisque on a des offres légales, faciles d'accès et tout ça. Pour vous, est-ce que le catalogue, c'est un argument pour continuer à pirater, ou au contraire, c'est un argument pour arrêter de pirater ? Le catalogue Netflix, Canal Play, hein, tu vois, je parle des offres de SVOD en France, ou Vidéo Future, enfin il y en a plein d'autres. Moi, ça ne me fera pas arrêter totalement le piratage, tout simplement parce qu'on ne trouve pas tout en fait sur ces plateformes-là. Il y a des films qui sont introuvables. Alors déjà il y a ça, et puis en plus il y en a un problème avec la chronologie des médias. Ah ça c'est aussi plus compliqué. Puisqu'en fait il faut en gros, le minimum c'est 3 mois, mais sinon c'est 4 mois avant qu'un film soit dispo en VOD payante. C'est-à-dire je paye 5 €, je regarde mon film. Avant qu'il soit disponible en SVOD, donc en vidéo par abonnement, donc Netflix, Canal Play, tout ça, il s'écoule en fait 36 mois. C'est 3 ans. 3 ans, ouais. Donc, sur une offre comme Netflix ou Canal Play, vous n'allez pas trouver des films qui sont sortis il y a moins de 3 ans. Sauf des films indés, il y en a quelques-uns quand même. Mais sinon, les grosses productions, vous n'allez pas les retrouver là-dessus. C'est sorti cinéma. Voilà, et en plus, c'est sorti salle. Sorti salle, exactement. Donc, 3 ans après la sortie salle sur la SVOD, c'est long. Pour le cinéma, en tout cas, c'est rédhibitoire. Pour moi, c'est clair que ça ne m'empêchera pas de télécharger un film illégalement, si je l'ai loupé au cinéma, parce que je trouve que la VOD en loc à 5 € ou plus, parce que si tu veux la version HD, c'est même des fois plus encore, ça coûte aussi cher quasiment que le cinéma, t'es pas dans les mêmes conditions chez toi, enfin... En plus, il y a des DRM dans tous les sens, c'est compliqué, ça facilite vraiment pas le truc, donc bon, bref. Déjà, la chronologie des médias, c'est un bon frein. Le catalogue, et ensuite les questions de droit entre les différentes plateformes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il n'existe pas une plateforme unique finalement avec tout. Pour vous, c'est un vrai gros frein où vous vous dites bon mais c'est pas grave, je paye 2-3 fois. Moi je pourrais prendre, tu serais capable de prendre si les prix sont abordables, je serais prêt à prendre plusieurs abonnements. Genre un Canal Play, Netflix. Je sais que s'il y avait Amazon Prime en France par exemple, je considérerais prendre un Amazon parce qu'il y a des séries qui sont sur Amazon mais qui ne sont pas ailleurs. Et un OCS pour avoir les séries HBO. Ouais, mais Amazon n'est pas officiellement disponible en... Et un OCS, donc ça OCS Go pour avoir HBO,
Mais j'aurai tout, à ce moment-là. Et du coup, je vire, par contre, je coupe tout le reste. Hein, j'ai plus. Ouais, tu vires toutes tes options, triple play, machin. Tu prends une offre à 15 € par mois d'internet avec juste du débit. Juste ce qu'il faut et les offres, les abonnements à côté. Ouais. Je vire Canal+, je vais faire tout le reste. C'est vrai que quand on y pense, quand on a un abonnement Canal+, ou Canal Sat qui vaut 30 et quelques euros par mois, ou 40 €. 40 € Canal+. 40 € par mois. Non mais. Ouais. Tu m'étonnes que tu as envie de résilier, de prendre un abonnement. Mais moi j'attends que ça, que le truc soit abordable pour virer tout le reste. Ouais, mais sur Canal+, les films, tu les as un an après, pas 3 ans aussi. C'est vrai. C'est vrai que c'est. Un an après, mais t'as pas tous les films. T'as pas tous les films non plus. Il y a aussi une histoire de droit. Canal+, ils diffusent pas tout. Ouais, c'est ça. Des fois, c'était TF1 qui avait le droit, ou d'autres d'ailleurs. Ou Orange, ils sont passés. Iron Man 3, par exemple. C'est ça. Canal+, ça va passer. Exactement. Et alors en fait, il y a un gros problème. Ces offres-là vont pas changer la face du monde et le piratage ne diminuera pas. Pour une raison simple, c'est qu'effectivement, le catalogue est éparpillé sur plein de plateformes. Mais ça oblige à payer 3 ou 4 fois. Si t'as 3 abonnements, t'as 3 écrans d'accueil, t'as 3 recommandations. Alors oui et non, parce que par exemple, je recite l'exemple de l'Apple TV, tu as Netflix et Canal Play qui sont déjà accessibles direct, donc t'as juste à sortir du menu avant de rentrer dans l'autre. Ouais. Le seul problème, c'est qu'effectivement, les ergonomies sont pas les mêmes. T'as pas les recommandations des uns qui marchent avec les autres. Et pour alors, autant pour les séries, c'est plus ou moins facile de savoir qui a quoi, autant pour les films, mais tu peux pas savoir. Ça veut dire qu'il faut que tu passes ton temps à chercher dans les catalogues, ou alors il faudrait un moteur de recherche. Un méta-moteur de recherche qui existe. Voilà, qui te met les nouveautés sur ça. Il faudrait un grand agrégateur en fait. Ou une application quoi, un truc. C'est ouf. Tu récupères tous les sorties avec les API et tu fais. Puis attends, tu parles de l'Apple TV, mais si. Oui, il y a pas de CSGO d'ailleurs, je crois, sur l'Apple TV, si je dis pas de bêtises. Donc du coup, tu l'as pas. Si tu dois à chaque fois même changer de télécommande, si tu as plusieurs trucs, t'en as sur ta box, t'en as sur... Non, mais tu vas pas passer la Xbox One, elle doit avoir au CSGO, elle doit avoir Netflix, elle doit avoir Canal+. Oui, mais elle coûte un bras. Ouais, mais bon... Ouais, bah oui. Non, mais... C'est un exemple. Par contre, t'auras pas le catalogue Amazon dessus. Ouais, voilà, non, mais... De l'autre côté, Amazon en France, c'est pas officiellement là. Non, mais en fait, même par rapport aux séries, quand tu vois les séries annoncées sur Netflix, tu te dis, ouais, pourquoi pas, il y a quand même pas mal de choses. Au final, si tu regardes bien, il n'y a pas toutes les saisons. Donc, non, quoi. Il n'y a pas les dernières. Il n'y a pas les dernières saisons. Ah oui, mais tu veux voir. Et ça dépend. Il y en a certaines où il y a les dernières. Hein. Tu les cherches, hein, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et même les séries qui sont terminées, tu n'as pas les dernières saisons. Alors là, tu te dis, c'est pas possible, quoi. Autant tu pourrais considérer que... C'est lié aux chaînes, je pense. Oui, bah oui, bien sûr. Il faut attendre qu'elle finisse de diffuser. Mais tu te dis, bon, ok, donc la série est en cours aux États-Unis, donc c'est normal, j'attends un peu, machin, ok. Quand la série est terminée, t'as envie de voir la fin de Dexter, tu peux voir les 7 premières saisons, tu peux pas voir la saison 8. Non, il y a pas. Enfin, qu'est-ce que tu veux voir? Tu veux voir la dernière? En fait, c'est qu'aux États-Unis, en fait, tu m'as par exemple les 7 premières saisons, mais la 8 elle est en cours de diffusion à la télé. Donc, mais elle est finie. La 8 elle est déjà finie depuis juin. Sur Netflix, je crois qu'elles y sont les 8 saisons. Enfin, je pars par exemple d'une série en cours de diffusion. Oui, toutes les saisons précédentes. Mais là, c'est normal, à la limite. Si elle est en cours de diffusion, tu comprends. Mais là, quand c'est fini, tu te dis, mais non, tu l'as pas, quoi. C'est vrai qu'il n'y a pas tout. Non, mais il y a des problèmes. Ouais, enfin, c'est des questions de droit et de diffusion. Oui, mais bien télé, sûr, mais c'est hyper frustrant. Comme il n'y a pas House of Cards en France, alors que c'est Netflix qui fait la série et elle est sur Canal Play parce qu'ils ont vendu les droits pendant 3 ans. Donc d'ici 3 ans. Et en plus, tu as des séries qui sont et sur Netflix et sur Canal Play aussi. Ouais. Bon, après, du coup, en termes d'offres aujourd'hui, est-ce que vous trouvez, toujours pour parler du catalogue, est-ce que pour vous, est-ce que toi, par exemple, tu prendrais un abonnement Netflix, Sophie? Non. Ça t'intéresse pas? Non. Bah non, parce qu'il n'y a pas ce que je veux. Moi, je veux les séries dès qu'elles passent. Je veux les nouveautés, tous les pilotes, donc je les aurai pas. Je veux les dernières saisons, je les aurai pas toutes. Le seul truc qui pourrait me faire prendre un abonnement, et ça c'est à voir, c'est pour faire des rattrapages de séries que j'ai ratées, mais pour le coup qui sont assez anciennes. Parce que là, c'est pratique parce que t'as pas à chercher. Et en plus, c'est vrai que si tu veux... C'est super qualité, c'est pas du fansub, c'est pas des mecs qui ont lancé leur bachelor par la fenêtre de la chambre. Enfin, et en plus, il y a des choses que tu ne trouves pas en téléchargement non plus illégal. Certaines vieilles séries. Ouais, non, mais après, oui, bon, je cherche pas bien, mais tu vois, il y a certains trucs. C'est tellement plus simple, t'as juste 2 clics à faire. Ouais, alors que là, sur Netflix, c'est vrai que c'est vachement bien pour. Bon, l'ergonomie générale de Netflix est plutôt bonne, et en plus, ils ont un point positif, c'est la qualité du stream est juste hallucinante. Oui. Le stream adaptatif, là, le fait qu'il coupe par tranche de 10 secondes. Et du coup, si ton débit baisse, en 10 secondes, t'as une image un peu moins bonne, et après ça revient dès que ton débit revient et tout. Non,
C'est assez bluffant. Là, ouais. Si ça se coupe et que tu relances le truc, ça reprend la télé. Ça, des jours où j'ai vu ça, j'étais. Canal Play, non, par exemple. Canal Play, non, on le fait pas. Ouais, c'est les boules. Toi, Kevin, le catalogue Netflix France, parce que toi, je sais que t'es abonné US, machin, blablabla. D'ailleurs, le compte marche sur toutes les plateformes. Je dis ça, je dis rien. Et donc, du coup, tu. Le catalogue, il m'a déçu quand j'étais un peu léger. Ouais. À part la série Fargo que les Américains n'ont pas et que nous, on exclut. Ouais. Pour le reste, ouais, c'est vraiment très léger. Enfin, au niveau film, je m'y attendais pas à cause de la chronologie des médias, donc on n'aurait rien de moins de 3 ans. Ça, c'est sûr. Mais au niveau série, je m'attendais vraiment à beaucoup plus que ça. Comme des séries plus anciennes, par exemple, que les Américains ont, mais que nous on n'a pas. Comme, je sais pas, le Cosby Show, des vieilles séries comme ça. Moi, j'aime bien regarder justement parce que l'intégral et par contre, quand tu vois le... Friends ou d'autres trucs. Ouais, voilà, ce genre de choses. Friends, ils y sont, non? Non. Non, il n'y a pas Friends. Il n'y a pas Friends. Ça, 70 Show, tous les trucs qui sont... Oui, ce genre de choses. Il y a How I Met Your Mother, je crois, j'ai vu. Oui, mais il n'y a pas la saison. Qui n'est pas complète. Oui, il manque la dernière saison. Oui, mais il manque plein de choses. Et par contre, si tu vois enfin, moi je trouvais que la sélection enfant, il y avait vachement de trucs. Ok. Oui, mais pour les gamins, il y a plein de choses. Il y a Wakfu. Wakfu. Saison 1, saison 2, il y a vachement de dessins animés, il y a des trucs sympas. Et en anglais aussi. Tintin, j'ai vu qu'il y a les aventures de Tintin. Non, et ouais, enfin, il y a pas mal de choses, mais c'est vrai que sur les séries... Il y a vachement de Disney, des vieux Disney. Ouais. Cendrillon, tout ça, machin. Ouais, j'ai vu La Belle et le Clochard, trop cool. Et donc tu vois, tu prendrais Netflix. Oui, mais pas forcément que ça. Alors, tu vois, c'est... Il y a un peu de tout, en fait. Ok. Après, ce qui est bien, c'est que, enfin, aux États-Unis, le catalogue est mis à jour assez régulièrement. Tous les mois, il y a des ajouts. Même là, pendant la semaine, donc ça fait une semaine que c'est sorti, j'ai vu qu'il y avait des films qui ont été rajoutés pendant la semaine déjà. Donc on peut espérer que le catalogue soit mis à jour un peu assez rapidement. Donc en fait, aujourd'hui, la seule vraie plateforme de VOD efficace et qui a absolument tout, ça reste le piratage, quoi. En même temps, tu peux pas abattre le piratage. Il y a tout ce que tu veux dedans et tu payes pas. Sauf la qualité, il y a quand même un truc. Tu peux être déçu quand même. Il y a quand même un truc que j'ai trouvé sympa avec Netflix, c'est la facilité d'accès et la qualité même des recommandations et tout ça. J'ai quand même été hyper bluffé. Ils m'ont demandé de répondre à 2-3 questions et le truc avait sorti des trucs. Alors ils utilisent un système de profiling qui est top. Tu peux ajouter des trucs à ta liste dès que tu repères un truc, même si t'as pas le temps de regarder, tu l'ajoutes et tout. Donc là, j'ai découvert qu'il y avait le Top Gear. J'adore Top Gear. Donc du coup, plutôt que de les regarder sur RMC Découverte quand ils passent et quand j'oublie pas de les regarder et tout ça. Et ils sont doublés sur RMC Découverte. Ils sont doublés, c'est affreux. Et donc là, il y a 20 saisons de Top Gear. Donc du coup, je vais ajouter à ma liste et hop, dès que j'aurai un moment, je me regarderai ça. Donc sachant que on n'a pas parlé du problème du téléchargement de son épisode. Moi, c'est vraiment un truc rédhibitoire pour moi. C'est que du stream. C'est que du stream. Et donc, s'il n'y a pas de connexion internet, ça me va pas. Canal Play le fait. Canal Play le fait. Ouais, et au CSGO aussi. Tous sauf Netflix. Il y a que Netflix, je crois qu'il le fait. Mais le problème, c'est que moi, si je peux pas télécharger des trucs sur ma tablette pour emporter quelque part. Et t'as pas de connexion forcément partout. Voilà, et parce que j'ai pas de connexion avec ma tablette, c'est pas possible. Enfin, je conçois même pas en fait. C'est terrible, mais je vais payer pour un truc que je vais avoir gratuitement si je pirate, d'accord ? Là, je suis ok, mais je peux pas mettre sur ma tablette. Comme Spotify, la liste de lecture hors ligne, quoi, en gros. C'est ça. Tu te connectes une fois par mois. Il me faudrait toujours un petit stock sur ma tablette ou sur mon téléphone. C'est une vraie limite. C'est un vrai problème. Tous les gens qui font des transports et qui prennent le bus, le train, le métro, encore les censures, tu peux pas regarder. Nickel. Donc c'est quand même nul. Et quand tu vois sur Canal Play, ils le font, à choisir déjà, je choisirais Canal Play plutôt que Netflix. Sans parler du catalogue, sans rien, mais juste la possibilité d'avoir les épisodes ou les films sur ma tablette, pour moi c'est primordial. Plex le fait aussi. Pardon. Oui, d'accord, on est d'accord. Mais tu vois ce que je veux dire. Tout à fait. Donc, c'est bien que tu parles de ça, puisqu'on va parler de la suite. Donc, est-ce que Netflix est le mieux armé dans la bataille de la SVOD face à ses concurrents en France, que sont Canal Play, CSGO et tous les autres? Je ne parlerai pas de Numéricable avec son offre bidon de mes séries. Ouais, c'est Netflix. Ouais, enfin non, c'était le nom de code, mais je crois que ça s'appelle Mes séries ou un truc comme ça. Et alors, c'est une catastrophe. Alors autant j'adore Numéricable pour l'internet, ça c'est la box et tout, elle est top. Autant là, franchement, c'est du foutage de gueule et je le dis clairement. Le principe, c'est qu'en gros, ils ont fait justement le fameux super agrégateur. Sauf qu'en fait, effectivement, l'accès est gratuit. Sauf qu'il y a des séries qui, par exemple, sont en VOD où tu payes à l'épisode. Oula. Dans la liste, tout est mélangé. Et il n'y a pas. Alors, tu disais, les saisons incomplètes et tout. Bah là, c'est encore pire. Parce qu'en fait, en gros, ils font l'agrégat des replays des chaînes de télé.
Donc les épisodes sont disponibles pendant 2 semaines, puis ils disparaissent, sont remplacés par les nouveaux. C'est juste ridicule. C'est nul, ça vaut rien. C'est comme avec ta Freebox quand tu veux faire ton replay. C'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Passez votre chemin. Ça ne vaut rien. Voilà, c'est pas compliqué. Bon, okay, ça, c'est nul. C'est absolument pas une offre concurrente. Mais cela dit, c'est sur la dispo des épisodes, sur Netflix, on est sûr que rien ne va être enlevé. Parce qu'on dit on rajoute, Sauf s'ils perdent les droits, mais normalement... Il y a des trucs qui partent. Ouais, ça peut arriver. Parce que sur Canal Play, il y a des trucs qui partent aussi. Bah, les droits sont pris pour une période. Ouais. S'ils ont les droits pendant 5 ans, au bout de 5 ans, après 5 ans... Non, mais je parlais en termes de semaines ou de mois pour regarder. Oui, enfin, mois, non, peut-être pas, mais cette année, non. Ça dépend. Ou si vraiment personne regarde, ils doivent les jeter, quoi. Non, ça reste. Mais il y a des films qui sont restés seulement quelques mois et qui ont disparu. D'accord. C'est moche ça. Donc. Mais ils te le disent. Ils te disent quand expire. Ils ont mis l'option maintenant, tu sais quand expire. Ah oui, d'accord. C'est bien. Tu peux te préparer. Donc, tu peux te préparer. Du coup, est-ce que Netflix donc, est mieux armé que ses concurrents face au téléchargement illégal et tout ça? Donc moi j'avais répondu oui pour un truc, c'est le stream de qualité et rapide. Je dirais pareil. Techniquement, c'est irréprochable. C'est incroyable. Et d'ailleurs, alors du coup, Netflix a représenté, je crois, je sais plus combien, 1/3 ou 2/3 du trafic internet américain. Et du coup, ça posait des vrais problèmes de congestion de réseau et tout ça. Ouais. Et ils ont pété la neutralité du net là-bas, où ils ont accepté de payer les opérateurs pour participer à la bande passante et augmenter la rapidité du service. C'était descendu à moins d'1 méga disponible pour les gens. Aux États-Unis, ça devenait complètement débile. Donc, c'était difficile d'avoir la vidéo en HD et tout ça. Donc, ils ont réglé ce problème-là là-bas en faisant ça. Bon. C'est présent sur un énorme parc de machines. Parce que c'est sur des consoles de jeux, Apple TV, Chromecast. Oui, enfin, c'est pas sur la box télé, quoi. Ça marche pas sur Linux. Ça arrive sur la B-Box chez Bouygues. Ça va arriver chez les opérateurs qui acceptent de jouer le jeu. Ça y est pas chez Orange. Ça y est pas Orange chez est dans Free. une offre concurrente. Oui, mais. Free, je pense que Free laissera pas passer le train longtemps. Ouais, ils vont faire pour l'instant, c'est quand même super embêtant. Juste le temps de signer. Oui, bon, après. Là, chez Bouygues, ça arrive dans quelques Oui, dans mais quelques là, on semaines. parle de actuellement, aujourd'hui. Ça me gêne que ça soit pas dispo sur ma box télé. Je suis désolée, mais. T'as une Apple TV, ça marche. Mais j'ai une Apple TV, mais j'ai encore une autre télécommande. Il faut changer le truc du son. Moi, je veux le truc de suite qui marche comme ça. Je prends même ma télécommande, il faut que ça marche de suite. Elle est chiante. Donc, moteur de recommandation efficace, ça, je dois dire que. Ouais. Et ce qui est top, c'est que vous pouvez gérer, c'est 5 profils ou 6 profils 5 profils, je crois. 5. Ouais, ça, c'est de bien. base. Ça, c'est cool. Non, c'est pas plus de 5, c'est 5 profils, je crois. Je sais pas. Et donc, tu as en fait. Oui, on n'a pas assez d'enfants. Ouais. Je sais pas. Enfin, pas assez d'enfants en âge de regarder la télé. Et donc, du coup, tu choisis ton profil et tu peux verrouiller. Par exemple, moi, pour Elliot, j'ai créé un profil, du coup, et je lui ai mis Kids. Donc, il peut voir que des dessins animés, tout ça. Tu peux voir qui voit quoi. Enfin, tu gères ton truc. Ouais, quoi. Dans Kids, il y a Transformers, je sais pas quoi, ou Power Rangers. Machin, mais en fait, j'ai pas encore regardé, mais tu peux descendre encore un niveau. Il va falloir descendre. Tu peux mettre jeunes enfants aussi, tu vois. Et du coup, il y aura que Mon Petit Poney. Vachement bien, Mon Petit Poney en anglais. Parce que c'est en anglais. Non, c'est aussi en français. Mais oui, mais c'est en anglais. Oui, c'est vrai, tu peux l'avoir en anglais. Non, mais il faut le dire aussi. Ouais, même les dessins animés sont en anglais, ça arrive jamais. Ouais. Bon, c'est simple d'utilisation. Franchement, oui. C'est très basique. D'accord. C'est pas cher, 8 € par mois. C'est abordable. Si cher, quand tu vois un abonnement Canal+, pour avoir de la télé en direct. 8 €, c'est le SD. Et c'est sans engagement. 7,99, oui, c'est le SD. Sans engagement, c'est sans engagement. Poussé, ouais. C'est-à-dire que si t'as envie un mois de regarder des trucs, ok. Si le mois d'après tu pars en vacances, tu dis ouais, cet été je vais rien regarder, donc du coup tu te désabonnes, tu te réabonnes après. Et le premier mois est gratuit aussi. Le premier mois est gratuit. Si vous voulez pas être essayer. facturé à la fin du premier mois, vous vous inscrivez, vous lancez votre mois et vous de suite vous dites je me désabonne et au bout du mois ça coupera tout seul en fait. Donc vous pouvez essayer. Becherel pour la 2. Identité de marque et marketing efficace, je trouve, auprès des geeks. Alors moi en fait Netflix je connaissais bien avant, et toi aussi d'ailleurs, enfin tout le monde. Bon, moi je suivais beaucoup de podcasts américains et ils étaient sponsors à l'époque quand ils faisaient encore des DVD. Ah oui, c'est vrai qu'ils envoyaient des DVD par la poste. Ils ont commencé par le DVD par la poste. Ils font toujours ça, je crois. Ouais. Et du coup, je trouve que la marque et l'identité Netflix me parlent beaucoup plus que Canal Play. Ils ont commencé en 97 et du coup, ils ont réussi à s'adapter au marché. Et d'ailleurs, quand ils sont arrivés en France, je crois que c'était combien ? C'était 25 ou 50% des Français connaissaient déjà la marque. 25, je crois. Mais attends, mais tous les médias... déjà la Ils marque. savaient pas exactement. Tous les médias en ont parlé, ils ont dit tout et n'importe quoi. Mais surtout n'importe quoi. Mais le JT de Canal+, c'était honteux. Mais bon.
Et on n'a pas parlé d'un truc d'ailleurs à propos de ça, à propos des bêtises que disaient les médias, mais il y a quand même des contenus originaux que fait Netflix que les autres ne font pas. C'est vrai. Mais non, mais c'est vrai. Parlez-en maintenant parce qu'après je vais dire les trucs qui vont pas. House of Cards, sur le US. Non, Netflix est devenu quasiment produit des séries comme les chaînes de télévision traditionnelles, quand ils ont l'exclusivité totale. Donc là, t'as tout. Par exemple, les futures séries Marvel seront sur Netflix, exclusivement sur Netflix. Ouais. Et alors, d'ailleurs, c'est marrant que tu dis ça parce que j'avais vu un tableau pareil où il montrait le nombre de productions par plateforme, les exclusivités aussi des plateformes et les audiences des plateformes. Alors, HBO est devant tout le monde, mais elle fait à peu près 3 fois l'audience du second en termes de séries vues, que ce soit en live ou en go, tout mélangé. Et derrière, t'as que des chaînes, ABC, machin et tout ça, mais qui sont donc à un tiers de HBO Go. Et Netflix est 5e ou 6e, et ils font quasiment autant que le second. Alors qu'ils sont que en ligne, ils n'ont même pas de chaîne de télé qui diffuse. Et en fait, l'objectif de Netflix, c'est le patron de Netflix qui disait ça, qui disait en gros, il faut que Netflix devienne HBO en termes de production, parce que HBO a tout à fait les moyens de devenir Netflix sur Internet en claquant des doigts. Ouais, tout à fait, Et donc leur objectif à Netflix, maintenant, c'est de sortir un max de séries en exclusivité et tout ça. En gros, de devenir une chaîne de télé exclusivement Internet. C'est ça leur objectif. Et de dépasser du coup les chaînes traditionnelles. Leur truc, c'est de dire, la télé traditionnelle, on n'a plus rien à faire. Maintenant, ce qui marche, c'est l'abonnement. Ils prédisent l'extinction de la télé traditionnelle. Et ils disent que la télé traditionnelle va disparaître. Le seul bémol, moi, je trouve quand même, c'est que Netflix, pour l'instant, sur les productions, ils n'ont pas vraiment d'identité. Ils ont vraiment parti dans tous les sens. Alors Kevin a dit House of Cards, ok, tout le monde s'accorde à dire que c'est génial. La saison 2, déjà, voilà, il y a vraiment une différence entre la saison 1 et la saison 2. Orange is the New Black, c'est juste fantastique. Super. Là, on est d'accord. Par contre, il y avait Hemlock Grove. Rappelez-vous, Hemlock Grove, la bébête. La bébête qui. Enfin, c'était nullissime, mais c'est du nanar, vraiment du. Mais il en faut aussi. Ils font du CW. Et là, non, même pas. C'était encore pire. Et là, ils partent sur des trucs Marvel. Enfin, pourquoi pas, mais je veux dire, c'est. Il y a une autre série qui m'intéresse beaucoup, c'est Sense8, que Netflix va produire. Ouais. Avec les frères Wachowski et Michael Straczynski. J'attends énormément. Bon, on va voir ce que ça donne. Là, ils ont aussi acheté une série. Bon, ça, c'est un point positif. Ils font de la prod et tout ça. Et puis, ils rachètent. Enfin, ils sauvent des séries. Ils ont sauvé The Killing. Merci. Ils ont pas. Ils ont pas sauvé Community. Ils ont pas. Arrested Development. Arrested Development n'est pas dispo sur Netflix France. Merci beaucoup. Là, je comprends même pas pourquoi, parce qu'aucune chaîne ne l'a diffusé en fait. Je n'ai pas compris. Mais bon, oui, il y a quand même des choses. Peut-être qu'une chaîne a acheté les droits, mais il n'a pas encore diffusé. Et il va y avoir la super série Marseille sur Netflix France. Ah, et pareil, ça peut être bien. Ça c'est rappelle-toi Pigalle, rappelle-toi Les Revenants. Ça peut être sympa. Des séries françaises, à part Pigalle et Les Revenants. Alors, oui, mais on ne nous la vend pas comme le House of Cards français, quoi, parce que ça m'énerve. C'est un peu du marketing. Je vois bien le maire de Marseille. Le House of Cards français. Avec l'accent marseillais, c'est un oursin le Coras. Ah, Godin. C'est un oursin. Non, ils essaient d'avoir une démarche quand même assez de qualité. Donc je pense qu'ils vont essayer de faire quelque chose. Non, mais de toute façon, on est obligé de suivre ce qu'ils font parce qu'il y a des choses intéressantes. Bon, dans les côtés, les points négatifs, du coup, j'ai noté catalogue un peu faible. Chronologie des médias qui plombe complètement l'offre ciné. Comme tout le monde, ce coup. Mais du coup, moi, j'ai été hyper déçue parce que je pensais pas de mise en cache ou utilisation hors ligne, j'ai surtout noté ça. C'est le pire. Ça serait bien qu'ils le fassent. Mais ils vont le faire, c'est pas possible. Non. Bon, du coup, pour résumer, aujourd'hui, l'offre légale n'est pas encore à la hauteur du piratage, mais en termes de facilité d'utilisation, on n'est pas très loin. Très fort. C'est même. Il y a une évolution. Là, je trouve que et c'est bien qu'en plus il y ait un peu de concurrence parce que du coup ça va les tirer tous vers le haut. Non mais c'est bien. Donc aujourd'hui rien ne remplacera Plex dans mon cœur. Mais j'avoue que comme j'ai pas envie de télécharger 20 saisons de Top Gear, le fait qu'elle soit sur Netflix, ça m'arrange beaucoup. C'est vrai que c'est pratique, hein. Après, ça serait cool que tout soit synchronisé. Une entrée unique, mais ça, je rêve encore. Là, c'est pas possible. Tu veux pas intégrer du légal et du non légal ensemble. Fuck l'exception culturelle à la française.
Bien que je ne vois pas contre le financement du cinéma français, il faut système, plus de diversité surtout. Le seul truc, c'est que voilà, j'en ai marre qu'on finance toujours ce putain de cinéma français qui est toujours le même, où soit on pleurniche, soit on rigole, mais il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de SF, enfin, il n'y a pas vraiment de SF, très peu. C'est un genre qui est vraiment sous-représenté dans le cinéma français. Et je parle pas des coproductions où on se sert uniquement des financements du CNC pour nous faire un Inception, par exemple, en mettant 1 ou 2 acteurs qui parlent vaguement français et en tournant localement à Paris pour faire travailler des équipes des françaises, genre, juste pour avoir le financement. José Garcia dans... Voilà, José Garcia dans le... C'était quoi le truc? C'est quoi, comment c'est en anglais? Insaisissable. Ouais, mais en Unbreakable, non? Non. Incassable, ça. Non, bref. Je sais plus, mais c'était drôle. Ridicule. Donc du coup... Enfin, je trouve juste ça, que de vouloir défendre absolument un modèle économique qui, pour moi, est juste aberrant. Il n'y a que la France qui il va sauter le modèle. Il y a de plus en plus de producteurs qui sont en train de impossible de continuer comme ça. Parce que le problème, c'est que dans l'équation, ils ne pensent qu'à eux, et à aucun moment ils pensent au public, et ils ont l'impression que le public attend ça d'eux. Mais non, nous, ce qu'on attend, c'est juste pouvoir regarder les trucs en les payant, et que ça soit simple. Tu vois, c'est juste ça. Ouais. Aujourd'hui, payer, c'est plus compliqué que finalement pirater. Alors, c'est débile. Voilà. Bref, c'était le coup de gueule de la fin. Un petit mot à rajouter ou c'est fini? Tu faisais un parallèle avec le streaming musical, mais on en a parlé. Alors, non, je sais pas, Netflix, c'est fantastique. Ouais, moi, c'est vrai que... J'attendais une blague. Les offres comme Spotify, Deezer, moi, ça m'a fait quasiment arrêter de télécharger des musiques. Bien sûr. Ah, ça, totalement, par contre, oui, ça, c'est sûr. Donc peut-être qu'on peut s'y par ça avec Netflix et compagnie. Hein. Et voilà, le seul truc c'est que c'est pas le même budget du coup, parce que si tu as Canal Play plus Netflix plus CSGO, ça commence à faire un peu de pognon. Ça peut vite prendre ton budget quoi. Bon, après tes enfants peut-être aiment manger que des pâtes, auquel cas c'est S'ils mangent. S'ils mangent, exactement. Et sur ce, je vous propose d'enchaîner avec la suite. Et dans la rubrique courrier, vu qu'on est en panne de commentaires sur nos tablettes, donc je ne peux pas lire ce que vous êtes en train d'écrire comme insulte, profitez-en. Je vais juste saluer vite fait, parce qu'on a déjà fait très long, Tom de Bordeaux, enfin je sais pas s'il est de Bordeaux ou d'à côté, Tom33, je sais plus quoi, son pseudo Twitter, mais je le noterai, qui nous a envoyé quelques photos de la queue de l'Apple Store, parce qu'on enregistre le jour de la sortie de l'iPhone, de l'Apple Store de Bordeaux, où en fait il avait dit à Julien sur Facebook, mais non, Julien sur Facebook lui avait dit en gros tu seras seul, parce qu'il y avait commenté un de mes statuts en disant moi je vais faire la queue le 18 assez tôt ou dans la nuit du 18 au 19 assez tôt pour avoir un téléphone et tout ça, et Julien lui avait dit il y aura personne pour le téléphone, machin, tu seras tout seul, machin. Donc il nous a envoyé quelques photos, la régie, si vous pouvez en diffuser quelques-unes. Julien, c'est un instant pour toi. Donc je crois qu'il a été à 1h du matin ou 2h du matin, et c'était déjà ça commençait déjà à bien se remplir, donc il n'était pas tout seul. Les gens commençaient à camper, tout ça, devant l'Apple Store. Hein, voilà. Là, on voit la queue qui se forme gentiment. Tu vois, les gens, ils ont des couvertures et tout. De quoi? Ouais, il y a des gens qui ont posé des RTT. Ouais. Il y a des gens qui posent des RTT. Donc voilà. Et d'ailleurs, Julien, il a la mémoire courte, parce que quand on avait été faire la queue pour l'iPhone 3G, je crois, on y avait été genre à 6h du mat devant une boutique Orange, parce qu'il n'y avait pas encore l'Apple Store. On était déjà les 4e à 6h du mat, à l'époque. Et là donc après il nous a diffusé quelques images 1 heure avant, je sais pas si tu les as, si la régie les a, voilà, 1 heure avant l'ouverture du magasin, donc à 7h du matin, il faisait encore nuit, c'était plein, et là c'était juste avant l'ouverture, et là tu vois la queue qui s'étend, c'est immense, et ça traverse la rue, parce qu'en fait ils ont fait un truc pour que les gens puissent passer, tu sais, parce qu'il y a un bar et tout ça. Oui, c'est vrai, il y a un café en face, donc du coup ils ont séparé la queue du reste, et ça va mais hyper loin. Et évidemment, il n'y en avait pas pour tout le monde, des iPhones, donc voilà. C'est impressionnant ou pas? Alors, il y a d'autres pays où c'est encore pire que ça. Et donc, il y avait 2 files d'attente, celle pour les gens qui l'avaient réservé et qui allaient le retirer, tu vois, et ceux pour les gens qui faisaient vraiment la queue pour l'acheter, quoi. C'est un truc de ouf. Et chaque fois, c'est étonnant, mais il n'y a que les produits Apple qui font ça, quoi. J'ai jamais vu la queue pour autre chose. Et c'est bizarre. Et il y a une ambiance, en même temps, c'est bizarre, et en même temps, pour l'avoir vu plusieurs fois, par exemple à la Défense à l'époque quand je travaillais encore à Paris. Les concerts Mylène Farmer. Non mais les concerts, ok, là je parle d'un produit, un truc que tu vas acheter.
L'ambiance dans ces trucs-là est assez bon enfant et sympa. Les gens discutent entre eux. Je sais pas comment expliquer ça. Ça joue pas des coups, ça tire non, pas. Alors aujourd'hui, il y a quand même eu un incident à Paris où la police a dû intervenir parce qu'il y a des gens qui essayaient de gruger pour passer dans la queue et ça a créé un peu des tensions. Tu m'étonnes. Voilà. Et après, il y a toujours un truc bizarre à Paris, c'est qu'il y a des Chinois qui viennent en acheter 40. Et ils sont prêts à payer ta place, pour prendre ta place dans la queue, à te payer genre 400 € pour que tu leur laisses ta place, pour qu'ils passent devant et qu'ils puissent... C'est complètement furieux. Et il y a un métier aux États-Unis qui a quand même été inventé, de gens que tu payes pour attendre. Et c'est payé à l'heure, je sais plus, tu payes pas $50, mais $10 de l'heure, ou un truc comme ça. Et le mec s'assoit et attend pour toi. Donc tu peux dire, si tu veux être sûr qu'il soit là en premier, tu dis tu attends 2 jours avant et le mec s'assoit 2 jours avant devant le truc et il est payé à l'heure. Voilà. Et c'est pas $10, c'est plus que ça. Je crois que c'est presque $50 de l'heure, un truc comme ça. Ça te coûte cher, hein, mais t'es sûr d'avoir le produit, tu vois. Classe ou pas? C'est un métier. Ouais. Et le mec il a créé, et le mec il faisait ça tout seul. Mais là t'as Netflix, maintenant il a créé une boîte. Enfin, le mec il a créé une boîte où il a maintenant plein d'employés qui sont payés pour attendre. Ça peut être attendre dans des spectacles et tout ça. Et donc les mecs font la queue pour toi, et donc toi après juste t'arrives et tu switches avec lui et c'est fait. Ah ouais. Et les mecs sont payés pour faire la queue, mais c'est un truc de dingue. Les mecs ils ont inventé un métier, c'est attendeur. Voilà. Bonjour, je suis attendeur. J'attends. Vous faites quoi monsieur, j'attends. Donc voilà. Bref, donc on salue Tom au passage et on vous dit donc dans 15 jours pour le prochain numéro et peut-être qu'on parlera d'ailleurs de jeux de rôle et de MMO, tu vois, un débat un peu qu'on avait déjà fait mais on va creuser un peu plus. Voilà, bref. Mais on dit au revoir, on dit au revoir. Ciao, ciao. Au revoir.